Le 28 avril 2003, un certain docteur en philosophie affilié à l'université d'Oxford publiait un article qui allait marquer les esprits. Vivons-nous dans une simulation informatique ? Nick Bostrom, qui deviendra par la suite une référence en matière de philosophie de l'information, y faisait part de ses observations concernant les progrès croissants des simulations numériques. Il se disait que, si un jour une civilisation était capable de créer des simulations indiscernables de la réalité physique, et si elle était capable de les peupler de consciences artificielles, alors il y avait un risque non nul que nous soyons dans l'une d'elles. Une idée aussi extravagante aurait pu n'avoir qu'un écho anecdotique. Cependant, c'est tout le contraire qui s'est produit. En effet, l'article de Bostrom a déclenché une vague d'intérêt dans le monde universitaire qui n'a cessé de croître, toutes disciplines confondues. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 500 citations de cet article qui sont recensées par le site d'Oxford. Ceci, dans les domaines de la philosophie bien sûr, mais aussi de la physique, des mathématiques et bien entendu de l'informatique. Sur ces 5 dernières années, c'est une soixantaine d'articles par an qui citent en moyenne celui de Bostrom, soit plus d'un par semaine. Le site Google Scholar recense, quant à lui, plus de 1600 citations. Chiffre colossal pour une théorie aussi exotique que celle de Bostrom, et qui ne cesse d'augmenter. Pourquoi, me direz-vous, parlons-nous ici de l'article de Bostrom ? Le but n'est bien entendu pas de défendre la thèse de la simulation informatique. Comme il a déjà été dit, cette thèse résiste difficilement, de par son caractère extravagant, à l'épreuve du rasoir d'Occam. Cependant, il nous apparaît intéressant de voir qu'il semble impossible, même avec des connaissances scientifiques de pointe, d'invalider définitivement cette théorie. En effet, il semble impossible de déterminer empiriquement si notre réalité est réelle ou virtuelle. De cette thèse, donc, nous ne garderons qu'une seule information, à savoir qu'il se peut que la réalité dont nous faisons l'expérience chaque jour ne soit pas la véritable réalité. Mais qu'entendons-nous exactement par là ? Dans le cadre de la réflexion philosophique sur Dieu que nous comptons partager sur la présente chaîne, nous avons, pour notre part, préparé un texte allégorique intitulé « L'allégorie du monde virtuel ». Cette allégorie, bien qu'elle n'envisage pas que nous vivions dans une simulation numérique, explore la possibilité que des entités conscientes habitent dans l'une de nos simulations. Le texte complet est disponible dans la vidéo éponyme. Nous allons en donner ici un résumé. L'allégorie du monde virtuel raconte l'histoire d'un jeune prodige, expert en informatique, qui crée un monde virtuel pour son propre plaisir, et le peuple d'entités humanoïdes mues par des intelligences artificielles. Or, voici qu'un jour, leur complexité inégalée leur permet d'accéder à la conscience d'elles-mêmes. Ainsi commencent-elles donc à interroger le monde dans lequel elles vivent, de même que nous interrogeons notre monde à nous en tant qu'entités humaines conscientes. Le premier constat de cette expérience de pensée, c'est que ces entités, aussi intelligentes soient-elles, sont condamnées à rester enfermées dans les limites de leur monde virtuel. À aucun endroit, ni à aucun moment, elles ne peuvent empiriquement atteindre la vérité qui concerne le programmeur, ni l'ordinateur dont leur existence dépend pourtant. Quant à la ligne du temps du monde physique, elle n'a pas non plus de sens pour elles. En effet, si le programme s'arrête et reprend un an plus tard, aucun à-coup ne se fait sentir dans leur monde. Se faisant scientifiques, avec leur sens virtuel, leur instrument virtuel, qu'elles construisent avec leur matière virtuelle, elles ne pourront accéder qu'à la vérité qui concerne leur propre monde, virtuel. Elles pourront peut-être, comme nous le faisons nous-mêmes, retrouver par l'expérience les lois physiques de leur monde, telles que codées par le programmeur. Mais elles ne pourront pas, par exemple, remonter empiriquement jusqu'à la cause de l'existence de ces lois. Au bout d'un moment, après avoir zoomé autant qu'il était possible sur leur matière virtuelle, elles seront confrontées à un mur de l'ignorance. Au bout d'un moment, elles ne pourront plus rien expliquer que par la phrase « parce que c'est comme ça ». Le programmeur, pour elles, n'existe pas. En effet, elles ne peuvent le placer ni dans leur temps virtuel, ni dans leur espace virtuel. Ainsi, si l'un d'entre eux affirmait haut et fort qu'il existe un programmeur au-dessus d'eux, un collègue moqueur pourra lui rétorquer d'un ton narquois « Et il se trouve où, ton programmeur ?» ce à quoi on sera bien incapable de répondre. Or, le programmeur, bien qu'il soit invisible pour ces entités virtuelles, existe bel et bien. Nous avons donc ici une situation où quelque chose existe matériellement sans que cette chose soit accessible par des méthodes empiriques depuis l'intérieur d'un niveau de réalité qui lui est inférieur. Mais pour une entité qui habite ce programme,
le programmeur n'existe pas. Aussi, il n'existe aucune explication rationnelle à l'existence de son monde virtuel. De son point de vue, son monde existe sans cause visible. Il existe, c'est tout. De la même manière, il se peut tout à fait que notre monde à nous soit le monde virtuel d'un niveau de réalité qui lui serait supérieur. Nous ne disons pas ici que ce niveau supérieur serait gouverné par une civilisation humanoïde telle que décrite dans l'article de Bostrom. Nous ne disons pas que nous existons sur le disque dur d'un ordinateur. Cependant, nous affirmons qu'il peut y avoir, factuellement, un niveau de réalité supérieur au nôtre, lequel, bien qu'empiriquement inaccessible, existe bel et bien et conditionne potentiellement l'existence de notre monde par des processus qui nous échappent. Ce monde serait gouverné par des lois différentes des nôtres, lesquelles seraient aussi incompréhensibles pour nous que ne l'est le monde physique pour les entités virtuelles de notre allégorie qui ne conçoivent le réel que sous la forme de polygones revêtus de textures pixelisées. Cette expérience de pensée nous permet également de nous rendre compte d'une chose. La source causale des phénomènes observables dans notre univers peut très bien habiter en dehors de lui. Dans l'allégorie du monde virtuel, l'exemple suivant est donné. Comme chaque programmeur le sait, la taille limitée de l'espace mémoire dans nos ordinateurs empêche les nombres d'être stockés avec une infinie précision. Au bout d'un certain nombre de chiffres significatifs, la valeur du nombre stocké devient donc imprécise, avec une erreur proportionnelle à sa valeur absolue. Or, nous avons là un exemple typique de phénomène dont la cause se trouve dans un niveau de réalité supérieur et dont les effets se propagent jusque dans un niveau de réalité qui lui est inférieur. En effet, pour les entités virtuelles, l'imprécision sur les chiffres, qui impacte directement la position des objets virtuels qui s'y trouvent, est empiriquement constatable. Cependant, la cause de cette imprécision est, quant à elle, parfaitement invisible et inaccessible, car elle trouve place dans la mémoire physique de l'ordinateur qui n'existe pas de leur point de vue virtuel. Pour donner un nom à cette situation où quelque chose existe dans un niveau de réalité supérieur et pas dans un niveau qui lui est inférieur, quand bien même l'existence de ce niveau inférieur en dépend, nous avons proposé un nouveau concept, celui d'exostance, néologisme mêlant au mot « exister » le préfixe « exo » qui signifie « en dehors de ». Exauster. C'est donc ce que fait le monde physique du programmeur vis-à-vis des entités virtuelles. Pour elles, il n'existe pas et n'existera jamais. Elles ne pourront jamais l'atteindre de manière empirique. Elles ne pourront jamais crever les limites de leur monde virtuel et voir de quoi le monde physique est fait. Pourtant, ce monde existe bel et bien dans son niveau de réalité propre, mais de leur point de vue, il exhaustera. Donc, fort de ce nouveau concept, et maintenant conscient que rien n'empêche que quelque chose exhauste au-delà de notre monde physique, nous pouvons retourner à notre première interrogation, celle qui forme le point de départ de notre réflexion philosophique sur Dieu. En effet, nous partons du présupposé suivant. Sans liberté, une entité est vouée à un comportement déterministe, c'est-à-dire qu'une entité qui est esclave ne peut obéir qu'au doigt et à l'œil, et exécutera exactement ce qu'on lui ordonne, ni plus ni moins. Or, disons-nous dans le deuxième prémisse, la liberté est une prérogative de la conscience. Car sans conscience, pas de volonté, et sans volonté nous sommes donc esclaves de fait. Sans conscience, pas de liberté donc. Voilà l'axiome duquel découle, comme nous l'avons vu dans de précédentes vidéos, et comme nous allons continuer de le voir, l'existence nécessaire de Dieu. Soit, d'une entité première consciente et personnelle, omnipotente et omnisciente, et de laquelle découle notre monde physique. Car, en effet, sans liberté, nous ne pouvons exister sans parent causal qui nous dicte notre manière d'être. Sans parent causal, nous ne pouvons donc être que si nous bénéficions d'une infinie liberté. Et, si liberté implique conscience, alors l'entité première est une conscience, avec tous les attributs que la conscience comporte, comme la subjectivité et l'existence d'un moi personnel. Une entité infiniment libre et personnelle ? Oui, il s'agit bien là de ce que nous appelons communément Dieu. Cependant, que se passe-t-il si nous trouvons une situation où une entité manifestement dénuée de conscience ne se soumet pas à un comportement déterministe ? Si tel est le cas, un des prémices de la démonstration s'effondre et sa conclusion avec. Or, c'est ici que certains commentateurs opposent une objection. En effet, à l'échelle quantique, le comportement des particules pourtant dénuées de conscience semble imprévisible, et donc non déterministe. En effet,
Lorsqu'une particule évoluant en état de superposition quantique est contrainte, via la mesure par exemple, de choisir un état parmi ceux que lui autorise sa fonction d'onde, il semble que ce choix se fasse par un pur hasard, sans aucune prédétermination possible. Pourrait-il y avoir donc une sorte de non-déterminisme sans liberté, ou de liberté sans conscience? De notre point de vue, et en nous appuyant sur ce que nous avons développé dans la présente vidéo, nous affirmons la chose suivante. Partant de l'axiome « sans conscience pas de liberté et sans liberté nous sommes condamnés à un comportement déterministe », nous affirmons que le comportement des particules élémentaires, bien que non déterministe en apparence, est en réalité déterministe de fait. Car, disons-nous, les causes qui déterminent l'état d'une particule, au moment de l'effondrement de sa fonction d'onde, exhaustent au-delà de notre niveau de réalité. Ceci, au même titre que la mémoire physique de l'ordinateur exhauste, en dehors du monde virtuel, tout en causant de manière invisible le phénomène d'impressibilité des nombres à virgule flottantes expérimentés en son sein. En effet, la particule, n'étant pas consciente, elle ne peut elle-même choisir son état parmi le champ des possibles. Elle nécessitera donc qu'un parent causal le lui impose. Et, l'hypothèse d'une violation de notre axiome nous paraissant plus coûteuse que l'exhaustance d'un niveau de réalité supérieur, nous choisissons l'hypothèse de l'exhaustance. Car en effet, il suffit de se pencher sur l'exemple tout simple d'un monde virtuel numérique pour constater le phénomène de l'exhaustance et la possibilité de l'imbrication de différents niveaux de réalité hiérarchisés. Au contraire, l'idée qu'une entité non libre puisse avoir un comportement déterminé par une absence de déterminisme nous apparaît plus surprenant et donc plus improbable. En conclusion, non. Les phénomènes observables à l'échelle quantique ne mettent pas en défaut la cohérence de la démarche logique que nous proposons ici. Car, pour conclure au non-déterminisme réel des phénomènes quantiques, il faudrait avoir conscience de tout ce qui existe et exhauste. Or, ce qui exhauste nous est, par définition, inaccessible. Pour illustrer notre propos, nous vous laissons avec un extrait d'une interview des frères Bogdanov de 2014, dans laquelle ils décrivent, avec d'autres mots, l'exact équivalent de ce que nous tentons de partager ici. Comme vous allez le voir et l'entendre, il est intéressant de noter comment Igor et Grishka Bogdanov, sans encore lui avoir donné un nom, s'étaient déjà approprié le phénomène de l'exhaustance, via le théorème d'incomplétude de Gödel pour leur part. Et comment, toujours d'après eux, les sources causales déterminant le comportement des particules à l'échelle quantique exhaustent nécessairement en dehors de notre monde physique. Quant à nous, chers internautes, nous nous donnons rendez-vous, si vous le désirez, dans une prochaine vidéo. À bientôt. De l'intelligence. Alors la physique quantique, qui joue un rôle important dans notre compréhension de l'univers, elle accorde une large place au hasard, avec notamment le principe d'incertitude d'Heisenberg. Comment vous conciliez cela? En fait, on se pose la question de savoir si c'est de la même incertitude que l'on parle aujourd'hui par rapport à ce qui était présent dans le discours et dans la tête des physiciens il y a 50 ans ou davantage, lorsque le principe d'incertitude a été découvert par Heisenberg. Alors, cette incertitude est irréductible. Cependant, ce que nous proposons en fait, c'est de remplacer cette incertitude par un autre concept qui vient d'ailleurs des mathématiques, et notamment du grand logicien qui s'appelle Kurt Gödel, compagnon d'Einstein dans les années 30 à Princeton, et qui a démontré que dans un système, n'importe quel système, il y a toujours de l'inconnaissable, il y a toujours de l'incomplétude. C'est-à-dire que la cause qui a permis à ce système soit d'exister, soit d'évoluer, cette cause ou ces causes peuvent être renvoyées à l'extérieur même de ce système. Et quand on applique cette idée d'incomplétude à l'univers et au comportement des particules élémentaires, eh bien, on en est conduit à cette conclusion, qui est quand même extraordinairement rafraîchissante, c'est qu'il existe un principe d'incomplétude. Nous ne connaissons pas les déterminants fondamentaux qui guident le comportement des particules élémentaires. Ça ne veut pas dire que le système est incertain et gouverné par le hasard. Ça veut simplement dire que nous ne connaissons pas un certain nombre de déterminants, de facteurs essentiels qui guident le comportement du système, mais qui sont à l'extérieur de ce système, et pire que ça, qui sont à l'extérieur de l'espace-temps. En fait, il existe des données qui gouvernent évidemment le comportement des choses, des événements, des phénomènes visibles dans l'espace-temps. Cependant, ces déterminants
sont à l'extérieur de l'espace-temps et surgissent évidemment dans l'espace-temps sous la forme de ces phénomènes. De phénomènes qui ont évidemment la qualité d'être entourés par un certain flou. Mais ce flou, il ne relève que, ce qu'on appelle le flou quantique, hein, le flou, l'incertitude quantique, il ne relève que d'une connaissance de notre point de vue incomplète de ce système, parce que précisément le système n'est pas connaissable, dans la mesure où ces déterminants sont à l'extérieur de l'espace-temps. Alors, dernière question, Dieu revient souvent dans le titre